Bonjour les amis, une petite introduction avant la vidéo relative au plénum du Parti communiste chinois. J'enregistre l'introduction après que cette vidéo ait été réalisée, vous vous en doutez. Bien, j'ai souhaité que Laurent Michelon, qui est déjà intervenu plusieurs fois chez nous, vienne nous expliquer ce qui s'est passé à cette occasion. C'est une instance extrêmement importante des institutions de la Chine, en particulier parce que c'est elle qui détermine les orientations du plan. La Chine est une économie socialiste. Euh, et par conséquent, le plan est quelque chose de tout à fait essentiel. Et ce que nous raconte ce plénum en dit long sur la marche du monde, parce que la Chine devient une des grandes locomotives de la planète, et il vaut mieux savoir ce qui va se produire. Parce que si on s'arrête à notre pauvre pays, hein, on va être en train de se poser la question de savoir qu'est-ce que voulait dire le fameux tableau en plusieurs parties avec les drag queens, les transgenres ou je ne sais quoi, de la cérémonie, de la cérémonie inaugurale des Jeux Olympiques. C'est pitoyable, triste. Je dis pas que la cérémonie, je l'ai pas regardée, hein, était bien, pas bien. Je crois qu'il y avait des choses qui étaient assez belles, mais surtout il y avait nos, nos artistes de cour qui se sentent obligés d'envoyer un message très simple aux États-Unis. C'est oui, nous sommes, comme le dit Vance, le vice-président choisi, le possible vice-président choisi par Donald Trump, comme il le dit, l'Europe, ce sont des États clients qui font ce qu'on leur demande. Bien, très bien. Mais Monsieur Boucheron, Monsieur Joly, Madame Burki ont jugé indispensable de leur envoyer un autre message en disant non seulement nous sommes soumis, mais nous sommes sur le plan de la culture woke aussi cons que vous. Hein, pas de problème. Donc bon, c'est comme ça, c'est pas très intéressant finalement parce que je pense que c'est le symptôme d'un délitement mais je veux pas faire de friend bashing, j'ai confiance, je pense que on saura se sortir de là. Vous savez, ça me fait penser, ça nous ramène à la Chine, ça me fait penser à mes 20 ans. Il y avait la révolution culturelle en Chine qui était un événement de folie. C'était quelque chose qui était extraordinaire à regarder. On se demandait, mais ils sont devenus fous. Je pense que c'était pas loin d'être le cas. Règlement de compte politique, volonté de Mao. Enfin, bon, ça, c'était les affaires des Chinois. Mais on avait en France, on avait nos maoïstes. C'était quelque chose d'extraordinaire. Ils disaient n'importe quoi dans les amphis, dans les facs, ils étaient avec leurs petits livres rouges, ils scandaient Marx, Engels, Lénine, Staline, Mao, etc. On ne pouvait pas discuter avec eux, ils étaient devenus dingos et ils avaient dans l'université une certaine importance. Bon, tout ça, c'est délité. Ils ont tous rejoint la bourgeoisie, ils se sont tous mis à son service, ils ont tous fait des belles carrières en ayant oublié qu'ils avaient été maoïstes. Et c'est pas seulement chez nous, ça, c'est pas seulement chez nous. Dans d'autres pays d'Europe, cela s'est produit. Hein. On imagine le monsieur Kessler, monsieur assurance du MEDEF, qui est, je veux dire, un néolibéral de la pire espèce, eh bien, il était maoïste. Je donne ce nom-là parce qu'il est moins connu. Bon, écoutez, c'est comme ça. Et avec la révolution culturelle woke, on fait pareil. On fait pareil à notre petite place. Bon, donc, j'avais pensé peut-être faire une petite cartouche. J'en ai pas abandonné l'idée, pas sur la cérémonie d'ouverture, hein, sur tout un tas de questions, parce que je pense aussi, excusez-moi, je ris parce que il y a la pantalonnade autour de la nomination d'un Premier ministre par Macron. Alors la gauche, je l'ai écrit, vous l'avez peut-être vu pour certains, que c'était une légende urbaine, que la gauche avait gagné les élections. Et alors, ils ont sorti une caricature de membre de la caste, directrice des affaires financières, directrice financière de la ville de Paris, une des villes les plus endettées du monde, et qu'il a fait la tournée des usines. Là, on nous dit, voilà, regardez. Bon, je vous ai préparé une petite image qui dit très bien ce que j'en pense. Bon, voilà, hein, c'est de la dérision, après tout, pourquoi s'en priver? Alors, autre petite information concernant les soutiens. Vous l'avez noté, le combat pour la réinformation militaire
pour lutter contre l'invraisemblable propagande qui a déferlé sur notre pays, a changé de nature. Il a changé de nature, il n'y a plus aujourd'hui, tout le monde a compris, je crois, euh, pas pour s'en réjouir. Au contraire, continuant à soutenir l'Ukraine, mais en sachant très bien que les choses se présentent extrêmement mal pour celle-ci et par conséquent pour l'Occident et pour l'OTAN. Il y a juste le village gaulois de LCI où les brochettes d'imbéciles viennent continuer à raconter absolument n'importe quoi. Le pauvre Titelman, le général Richoux, euh, Michel Goya, je ne sais plus qui d'autre, je ne retiens pas les noms, je ne regarde pas ça, je vois passer de temps en temps sur les réseaux, je vois passer de temps en temps des messages, mais ça c'est assez lourdement tari, plus personne n'y croit, tout le monde se demande comment est-ce qu'on va en sortir. Donc il n'y a plus ce besoin et après discussion avec Hervé Carès et avec Alexandre Robert, avec lequel nous avons développé un partenariat, on a pensé que c'était pas utile de garder un rythme hebdomadaire et plutôt de faire des choses au moment où on pensait que c'était utile pour éclairer un peu ce qui se produisait. Alexandre Robert, quant à lui, il a une chaîne qui est totalement militaire et par conséquent, il poursuit son travail en anglais, il poursuit son travail sur différents conflits d'ailleurs et je vous invite à la fréquenter assidûment, c'est probablement la meilleure. Ensuite, oui, je parlais du soutien. Donc, aujourd'hui, pour la pérennité de cette chaîne, votre soutien qui avait été vraiment précieux, précieux matériellement et moralement, je viens de nouveau le solliciter parce que, bon, je ne l'ai pas fait depuis assez longtemps et les petites réserves que j'avais constituées pour les abonnements, pour les interventions extérieures, pour les achats de matériel, etc., ces petites réserves ont tendance à s'épuiser et cet été sera consacré à des réorientations, à la poursuite d'un travail. Le droit va reprendre une place très importante, mais pas seulement. Vous le verrez. Alors, je dis souvent que vous allez voir, il va y avoir des choses, mais elles arrivent au goutte à goutte. Non, ne vous inquiétez pas. Si je prends des engagements de cette nature, c'est parce que tout ça me passionne et j'ai envie de le faire. Par conséquent, ne soyez vous-même pas impatient, ça va arriver et en particulier l'été est un moyen de faire ce travail préparatoire parce que c'est quand même un très gros boulot. C'est un très gros boulot, je le faisais seul. Pour l'essentiel, mis à part ceux qui m'aidaient, mis à part ceux avec lesquels j'avais des abonnements, pour qu'ils puissent m'aider techniquement. Il faut que je sorte un petit peu de cette solitude qui est moralement tout à fait supportable, hein, c'est pas ça. Merci Internet, mais bon, voilà, il faut que j'arrête d'essayer de me démultiplier à toute force et que je trouve des coopérations. Euh, Après avoir fait appel à votre générosité, je vous incite aussi à poursuivre les abonnements, les pouces, les partages, etc. Et surtout à vous abonner sur les trois axes de développement de ce petit pôle, c'est-à-dire la chaîne, le blog et le compte Twitter, X si vous voulez, qui est un instrument de communication tout à fait important. Et je pense que c'est gratuit en plus, totalement gratuit. Ceux qui apprécient le travail que nous faisons doivent être abonnés aux trois. Voilà. Bien. Eh bien, écoutez, on va maintenant écouter ce que Laurent Michelon a à nous raconter. Je pense que c'est quelque chose de très important. Bonjour, bonjour les amis. Donc, retour à ce monde qui change en faisant un grand détour par la Chine. J'ai demandé à Laurent Michelon, qui est un homme d'affaires, je crois qu'il va accepter que je le qualifie comme ça, mais qu'on connaît et qu'on connaît. Il a un splendide fonds derrière, c'est Shanghai. Et j'ai cru que non,
Hong de Hong Kong. Kong. J'ai cru que c'était Shanghai. Je me suis trompé pour la deuxième fois. Donc, on a déjà eu plusieurs fois chez nous, et je lui ai demandé de refaire une vidéo explicative après la réunion du plénum du Parti communiste chinois, dont j'ai eu des échos dans la presse internationale. La presse française n'en a pas dit un mot, bien sûr, comme d'habitude, et j'ai constaté qu'il y avait probablement pas mal de choses qui se passaient, en tout cas que c'était un événement important. Donc, je vais lui demander de nous éclairer un petit peu sur ce que c'est que ce plénum. Ensuite, je voudrais qu'on parle, je fais un peu mon annonce de plan à la Sciences Po là. Ensuite, je voudrais qu'on parle de l'orientation économique qui est prise par la Chine, parce qu'il semble qu'il y ait une inflexion ou une réorientation. Effectivement, lorsqu'on voit les Occidentaux, beaucoup d'économistes dire ah, c'est épouvantable, si on lit certains articles, la Chine est au bord de l'effondrement, c'est ça, oui. Et puis, effectivement, quels sont les domaines dans lesquels ils vont vraiment se développer et dépasser tout le monde. Et puis, bien sûr, si on a le temps, le problème de la Chine faiseur de paix. On a vu ce qui s'est passé pour l'Ukraine avec le voyage d'Orban. On a vu ce qui s'est passé avec la fusion des différents mouvements de résistance palestiniens, puis d'autres choses d'ailleurs, hein. Ils sont quand même très, très présents avec la façon qu'ils ont de prendre ça avec mesure, en prenant leur temps. Et je crois que dans ce monde qui bouge, dans ce monde qui change, ils vont être quand même, qu'on le veuille ou non, je ne crois pas au piège de Thucydide, moi. C'est pas comme ça que le problème se pose, je pense. Non, je pense qu'il y a une civilisation qui arrive au bout de son importance historique, et que le monde se réorganise de façon différente, pas nécessairement au travers d'un affrontement qui semble souhaité par les États-Unis, mais dont je ne suis pas sûr qu'il se produise. Voilà, bon, ça c'est un autre débat hein, qui nous emmène plus loin. Mon cher Laurent, donc bonjour, merci Bonjour, d'être Rudy. là. Hein, et qu'est-ce que c'est Merci. que ce plénum du Parti communiste chinois? Alors, ce plénum, en fait, il faut remonter en fait un peu au modèle politique de la Chine pour comprendre ce que c'est. Il a échappé à personne que la Chine est un pays socialiste. Et donc, comme toute économie socialiste, alors c'est particulier dans le cas de la Chine, mais ça reste un pays socialiste, c'est une économie qui est planifiée. Et la Chine, donc tous les 5 ans, pardon, a un plan quinquennal qui décide des grandes orientations politiques, économiques, sécuritaires du pays. Et donc, tous les 5 ans, pendant tous les 5 ans, le plan quinquennal donne lieu à 7 réunions plénières pendant ces 5 ans. Donc, c'est un peu plus d'une fois, c'est un peu plus d'une par an. Et chacune de ces réunions plénières a on va dire, un sujet particulier qui est abordé par en fait, le nom exact, c'est la troisième session plénière du comité central du Parti communiste chinois. Donc, il y a 7 réunions plénières dans ces 5 ans. Donc, ce qui veut dire que chaque décennie, cette troisième session plénière se réunit 2 fois. Et la troisième session plénière est typiquement la session à laquelle se décident les grandes orientations de politique économique de la Chine. Donc c'est très important. C'était au troisième plénum en 79 que Deng Xiaoping avait annoncé les réformes économiques. Donc traditionnellement, cette troisième session plénière est très observée par les observateurs de la Chine, sauf en Europe, sauf en France, parce que c'est là qu'on regarde un petit peu, on voit un peu ce qui va se passer pour les 5 prochaines années en termes de développement économique de la Chine. Voilà. Donc cette année, il a eu lieu il y a une quinzaine de jours. Il a été en retard. Alors, bon, différentes explications, la crise Covid, la sortie tardive du Covid, des choses comme ça. Enfin, toujours est-il qu'il a eu lieu donc, au mois de juillet. Et le communiqué a déjà été divulgué sur le site du ministère des Affaires étrangères chinoise, par exemple, ce qui est la source traditionnelle d'information vers laquelle il faut aller. Et on attend la décision finale. La décision sera, on va dire, le texte intégral dans lequel seront annoncées les quelques centaines de mesures diverses et variées qui concernent toute l'économie chinoise pour les 5 prochaines années. Voilà. Donc, c'est une réunion qui était vraiment
vraiment fondamentale. Et effectivement, on se pose la question pourquoi est-ce que les médias français sont complètement passés à côté? On peut imaginer, puisque en fait les orientations qui ont été prises on va dire, elles ont tendance à contredire le récit occidental qui veut que la Chine est sur le bord de l'effondrement depuis 30 ans. Et là, on se rend compte qu'en fait, Xi Jinping n'a pas fait de volte-face, parce que là aussi, on regardait un petit peu dans quelques médias anglo-saxons, il était annoncé qu'il y aurait probablement des annonces un petit peu surprenantes qui découleraient en fait d'un chaos interne que la Chine cacherait au reste du monde. Et en fait, il n'en est rien. Xi Jinping a tout simplement annoncé, ce congrès a annoncé, qu'il y aurait un approfondissement des réformes de la Chine. Et si vous voulez, on peut rentrer dans le détail, hein, mais Alors globalement, j'ai une c'est... question, Laurent, j'ai une question sur la façon dont ce plénum est préparé. Parce que c'est un travail énorme, parce que c'est un pays d'1,5 milliard d'habitants, c'est Effectivement, colossal, quoi. oui. Et donc, Oui. comment est-ce que, alors, il y a une verticalité qui descend, ça c'est clair, ça s'appelle le centralisme démocratique, mais au niveau de l'élaboration, comment est-ce que ça se passe pour réussir à faire bouger l'ensemble en même temps? Bah, il y a des réunions préliminaires. Avant la session plénière, il y a un certain nombre de réunions de préparatoires qui sont déjà de très très haut niveau. Mais sauf qu'il n'y a pas, elle n'est pas plénière, donc ça va être des directeurs de département, des directeurs enfin, de ministères qui se réunissent, également du côté du Parti communiste. Et les réunions préparatoires donnent lieu, donc une fois tous les 5 ans, à cette réunion. Mais il faut savoir qu'ils se réunissent tous les ans pour préparer la session plénière qui a lieu tous les 5 ans. Voilà. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est réfléchi, on va dire, tous les 5 ans. C'est une réunion qui a lieu tous les ans, mais uniquement en session plénière, une fois tous les 5 ans. Voilà. Et une fois que les décisions sont prises, là, elles sont appliquées, comme vous le dites, verticalement. Ça part vers les gouvernements provinciaux qui ont donc des directives à suivre. Et ensuite, ça descend à tous les niveaux de l'administration chinoise. Alors, est-ce qu'on peut penser, je ne sais pas, hein, alors la question est peut-être idiote, que effectivement, j'ai l'impression que les Chinois n'ont pas commis la même erreur que les Soviétiques, où on avait une fusion du parti du PCUS, du Parti communiste d'Union soviétique, et de l'État. C'était la même chose. D'ailleurs, une petite chose que j'ai apprise lors d'une de mes émissions sur la Russie avec Jean-Robert Ravio, c'est que tout l'appareil présidentiel de Vladimir Poutine est dans les locaux du comité central du PCUS. C'est resté. Alors, là, aujourd'hui, ils n'ont plus de parti communiste. Bon, mais Ouais. si, il y en a un, mais ça n'a rien à voir. Et donc, est-ce que le mouvement d'élaboration, c'est-à-dire de réflexion, de proposition, se passe de l'État vers le parti ou ça marche dans les deux sens, à votre avis, hein, Laurent? C'est dans le parti que tout se fait, tout se décide dans le D'accord. parti. Le parti vraiment est omniprésent sur toutes les décisions qui sont prises. Mais effectivement, enfin, il n'y a pas ce niveau d'intégration du gouvernement, puisque effectivement le gouvernement n'est pas dans les locaux du Parti communiste. Mais vous faites bien de faire ce parallèle avec l'URSS, parce qu'effectivement, c'est la grande différence de la Chine avec l'URSS. D'abord, la Chine a énormément étudié l'effondrement de l'URSS pour évidemment ne pas répéter les mêmes erreurs. Et on va dire, la différence majeure qu'il y a avec l'URSS, c'est que la Chine s'appelle elle-même une économie socialiste de marché aux spécificités chinoises. Donc il y a quand même trois concepts dans un qui font que on n'est pas dans le marxisme, léninisme, on n'est pas dans le maoïsme, on est vraiment dans un modèle qui est une économie socialiste planifiée, mais qui va avoir recours qui va avoir recours à la sphère privée pour la vitaliser en fait, pour se vitaliser. Parce que les Chinois ont bien compris que ce qui est arrivé en fait à l'URSS dans sa grande bataille, on va dire, idéologique avec l'Occident, c'est qu'il lui manquait en fait cette vitalité de l'économie et cette vitalité de la société, et qui en finalement, l'URSS a perdu la bataille des cœurs en fait. C'est-à-dire même les Russes, même les Soviétiques souhaitaient en fait plus ou moins s'émanciper de cette tutelle. Donc pour éviter ça, la Chine a bien compris qu'il fallait avoir une société une économie qui était très prospère, et c'est pour ça qu'on voit que le discours de Xi Jinping depuis de nombreuses années, c'est
ce n'est plus la croissance à tout prix qui est recherchée en Chine, comme ça peut l'être en Occident. Ils sont pas à courir derrière un taux de croissance à deux chiffres, mais plutôt de parler d'une croissance modérée et qui va profiter, une prospérité qui va être partagée, commune à tout le peuple chinois. Et ça, c'était vraiment le message central de ce troisième plénum. C'était Xi Jinping l'avait dit même avant le plénum, hein, il avait dit en avril 2004 dans un discours, il a dit l'objectif du Parti communiste et ce qu'il faut qu'on arrive à faire à ce troisième plénum, c'est à rendre la vie du peuple plus agréable. Ça, c'était la direction numéro un. Après, bon, on pourra passer dans les détails, on pourra rentrer dans les détails avec le renforcement des réformes, la modernisation, la réforme fiscale, des choses comme ça. Mais vraiment, c'est remettre le peuple au centre de la croissance économique, vraiment arriver à une espèce d'équilibre entre enfin, le gouvernement et l'économie. Ne pas laisser l'économie prendre le dessus avec tous les problèmes de surchauffe qu'il y a eu, notamment en Chine, dans divers domaines. Et on voit que dès qu'il y a surchauffe dans un domaine, très rapidement, derrière, il y a du mécontentement populaire et il y a donc une instabilité sociale. Et ça, c'est vraiment ce que la Chine essaie d'éviter à tout prix. Mais alors, ça c'est très important, c'est déjà notre deuxième sujet, après avoir compris ce que c'était que ce plénum, c'est-à-dire c'est l'organe où c'est le process qui permet d'élaborer le plan, quoi. Et donc, puisque c'est une économie planifiée, la France a été aussi en partie une économie planifiée, il y avait un plan, Exact. hein, ce qui permettait à Jacques Marseille, qui avait été communiste et puis qui a changé après, de dire dans les années 60 et 70, la France était une Union soviétique qui avait réussi. C'était drôle Absolument. comme phrase. Mais on a été Comme très phrase. proche de la Chine à un moment. Enfin, la France des années 70 a été très proche de la Chine d'aujourd'hui. Et alors, donc, bon, ce qui n'empêche pas, je lisais à propos du Venezuela, qui est un autre sujet, je lisais quelqu'un qui disait, ah oui, de toute façon, le socialisme ne produit que la misère, que Bon, il se trouve quand même que la Chine, qui a multiplié par 30 le PIB par tête d'habitant en 30 ans, a fait la démonstration inverse. Mais c'est vrai que c'est un système assez impressionnant avec bon, j'entends quelques comment dire quelques dogmatiques dire oui, mais en fait non, c'est pas bien, c'est pas socialiste, c'est une NEP, une nouvelle politique économique de Lénine prolongée. Hein. Alors je sais pas si c'est accepté en Chine ce concept, mais on s'en fout un peu. Hein. C'est la phrase de Deng Xiaoping, hein, peu importe la couleur du chat du moment qu'il attrape la souris. Hein, mais ça implique un contrôle parce que on peut pas dire que la Chine soit un pays capitaliste. Il a, Non. non, c'est un capitalisme contrôlé et il passe plutôt, ce que vous venez de nous dire, par le marché. Alors, sur ces réorientations dont, dont vous faites partir peut-être le début, je ne sais pas, par les déclarations de Xi en 2004, c'est-à-dire il y a 20 ans. Ces réorientations, est-ce qu'elles ont pris un aspect significatif avec ce plénum-là? Est-ce qu'il y a vraiment des choses, on sent des directions différentes et nouvelles? Il n'y a pas vraiment de changement de direction, enfin il n'y en a même pas du tout. Par contre, il y a des ajustements, par exemple sur le domaine immobilier dont les médias occidentaux se sont délectés, hein, ils ont parlé, depuis ça fait 5 ans que les médias occidentaux parlent d'explosion de la bulle immobilière en Chine qui entraînera l'effondrement de la Chine. Bon, en fait, ce qui se trouve, c'est que depuis 5 ans, le gouvernement chinois n'inclut plus en fait le développement immobilier, la sphère immobilière comme un facteur de croissance de la Chine. Ça fait 5 ans, hein, mais les médias occidentaux en parlent encore. Et là, justement, à ce plénum, il a été décidé que l'immobilier allait redevenir un des facteurs de croissance de la Chine, mais en évitant la surchauffe. Et il ne serait plus du tout le secteur central, en fait. Pendant une dizaine d'années, il a vraiment été ce secteur a vraiment reçu tous les soutiens possibles du gouvernement pour, on va dire, pour booster la croissance. Ce ne sera plus le cas maintenant. Enfin, à l'époque, on va dire jusqu'avant 2018-2019, le secteur immobilier, c'était environ 26% du PIB chinois. Là, il va être ramené à 15-16%. Et la croissance sera, elle, confiée à des secteurs de haute technologie. Donc, haute technologie, c'est les énergies vertes, ça va être les véhicules électriques, ça va être l'intelligence artificielle, on pourra en reparler un petit peu plus tard, qui est vraiment un axe de développement majeur. Il a été demandé à toutes les administrations, à tous les niveaux de l'administration chinoise, de s'intéresser et de s'intégrer petit à petit, enfin d'intégrer l'intelligence artificielle au niveau administratif.
Donc c'est vraiment, et là donc les nouvelles technologies, les hautes technologies vont passer à 26-27% du PIB, là justement dans les 5 prochaines années, alors qu'elles n'étaient qu'à 17-18% avant. Donc vraiment un rééquilibrage, l'immobilier n'est pas abandonné comme cela a été dit, mais quand même, cela reste quand même un facteur de croissance. La haute technologie va vraiment prendre le dessus. On voit même des exemples concrets, hein. En quelques années, on parle souvent des semi-conducteurs chinois, donc les plus grands semi-conducteurs, les producteurs de semi-conducteurs dans le monde sont les Taïwanais et les Coréens. Et la Chine était quand même assez à la traîne, on va dire, il y a quelques années. Et justement, grâce aux sanctions occidentales, on ne va pas rentrer dans le détail, mais grâce aux sanctions occidentales, la Chine a rattrapé une partie de son retard, ce qui fait que son champion national qui s'appelle SMIC, est désormais numéro 2 mondial des semi-conducteurs, juste derrière TSMC taïwanais. Donc, ils ont déjà dépassé les Coréens. qui, qui fait, Donc, qui fait partie de la Chine. On va oui, l'ajouter. En plus. voilà. Voilà, c'est pour ça que les Américains essaient de forcer Taïwan à déménager les usines en Arizona. Voilà, bon, ça c'est un autre sujet. Mais voilà, donc c'est vraiment c'est les grandes orientations, et la modernisation de l'économie aussi. Ce qui est intéressant, c'est que la Chine ne veut pas rentrer dans cette logique capitaliste occidentale justement, qui est en fait de délocaliser à partir du moment où on peut trouver des travailleurs moins chers ailleurs dans le monde. C'est-à-dire que les industries à faible valeur ajoutée, les industries polluantes qui étaient en Chine, qui ont fait, on va dire, le pain et le beurre du développement économique chinois pendant les 30 dernières années, ces industries ne seront pas, on va dire, délocalisées au Bangladesh, au Vietnam ou des choses comme ça. Une partie l'a déjà été, mais l'idée, c'est de ne pas se couper, en fait, de ne pas se retrouver en fait, dans le même problème que l'Occident, qui a décidé de tout délocaliser son industrie, enfin, de délocaliser le secondaire et de finalement, au bout de 20 ans, ne plus savoir rien faire. Donc la Chine, Xi Jinping a dit, la modernisation de la Chine, ça ne va pas être de délocaliser tout ce qui est polluant et tout ce qui est à faible valeur ajoutée vers des pays en développement, mais ça va être de moderniser cet instrument de façon à le rendre moins polluant, plus productif. Voilà. Mais la Chine veut vraiment garder son secteur primaire, secondaire et tertiaire. Ça, c'est extrêmement important. Alors, ce que vous dites sur euh, les nouvelles technologies, ça semble quand même être une réorientation, c'est-à-dire que ça devient la priorité. Et donc, moi, je vais tous les matins, j'invite nos auditeurs à le faire aussi, aller sur Global Times. Hein. Bon, alors c'est rédigé, c'est souvent très poétique. On fait passer des messages en disant d'après les experts et tout, c'est assez drôle, hein, mais au-delà du contenu même des articles, ça donne une impression de ce qui se passe en Chine et de la façon dont la Chine voit le monde. Ça, c'est pour moi quelque chose de vraiment important. Donc, et on sent bien qu'il y a il se passe quelque chose sur les nouvelles technologies, ne serait-ce, y compris le spatial, par Oui. exemple, mais c'est assez phénoménal. Alors sur l'IA, euh, euh, en France, malheureusement, enfin, comment dire, je ne vais pas dire qu'on comprend mal. Il y a beaucoup de gens qui en parlent, mais bon, on fait ça à la française, quoi. On demande à Jean-Paul Enthoven de dire, de faire une concurrence débile sur un sujet du bac avec ChatGPT et dire, de toute façon, l'IA ne sera jamais capable de faire de la philosophie et de poser une problématique. Alors, ce qui est totalement stupide. C'est totalement Oui, stupide. oui. Hein, et Les enjeux ne surtout, sont pas là en plus. ça témoigne d'une incompréhension totale de ce qu'est l'IA. D'ailleurs, c'est assez drôle. Je dis ça, moi, je ne dis pas que je comprends tout, loin de là, mais je m'y intéresse parce que je trouve ça assez passionnant, un peu terrifiant quand même. Hein. Quand on pose des questions à ChatGPT, quand on voit les réponses quasiment instantanées, je me dis, oh là là, on vit dans un drôle de monde. Hein. J'ai un peu la même impression que lorsque je vois les robots, hein, les robots chiens à quatre pattes ou autres, etc., ou carrément humanoïdes, j'ai du mal à les percevoir autrement que dotés d'une conscience. Hein. Il va falloir que je fasse des progrès hein, pour être vraiment matérialiste. Donc, bon, donc la question sur ces nouvelles technologies et en particulier, alors il y a l'aspect, vous l'avez dit, il y a l'aspect microprocesseur où ils vont partis comme ils sont, ils vont devenir les premiers du monde, ils sont déjà les numéro 2. Alors bon, et Oui. ensuite, il y a la question de l'IA elle-même, c'est-à-dire il y a le hard, mais il y a le soft aussi.
Exactement. Alors, pour l'intelligence artificielle, là aussi, la Chine est à la pointe, on va dire, parce que en plus de développer ses propres outils, parce que ChatGPT, enfin, les Chinois l'ont compris, euh, mais apparemment en Europe, on l'a pas encore compris, c'est qu'on a vu ChatGPT, enfin OpenAI avait engagé à son board le directeur de la NSA, Nakasone. Donc forcément, ça veut dire que ça va être un outil de surveillance dans les mains de l'hégémon anglo-américain. Donc forcément, des pays qui sont encore souverains, comme la Russie, comme la Chine, vont devoir, enfin sont contraints de développer leurs propres outils parce qu'on ne peut pas tout simplement faire confiance à une solution américaine. Donc, d'abord, développement de leurs propres outils, mais ensuite, la Chine a déjà commencé, depuis 2 ans, à légiférer en fait sur l'utilisation de l'intelligence artificielle, justement pour adresser le problème auquel vous avez fait référence, qui est en fait de l'utilisation en fait potentiellement abusive que ce que peut avoir l'intelligence artificielle. Et donc là encore, la Chine, il y a 2 ans déjà, a légiféré en disant les contenus créés par une intelligence artificielle doivent être, on va dire, labellisés comme tels. C'est-à-dire qu'on ne peut pas lâcher comme ça sur Internet, en Chine, un contenu qui a été généré par une intelligence artificielle sans que ce soit mentionné, pour éviter les deepfakes et des choses comme ça. Et là, aujourd'hui, on est dans l'utilisation de l'intelligence artificielle pour tout ce qui est, on va dire, comment ça s'appelle, la conduite autonome en fait, des véhicules puisque c'est déjà une réalité en Chine, hein, il y a déjà des taxis sans chauffeur qui circulent, et donc tout ça est géré par l'intelligence artificielle. Et là encore, la Chine travaille comme elle a toujours fait, c'est-à-dire sur la base d'un laboratoire. C'est la ville à nouveau de Shenzhen qui a été choisie comme laboratoire. La nouvelle était de ce matin là, et la ville de Shenzhen donc est en train d'installer des installations de plusieurs de pétaflops par seconde de calcul pour gérer en fait toute l'intelligence artificielle qui va être utilisée en ville pour les véhicules à conduite autonome. C'est quand même, c'est assez C'est vertigineux. futuristique, hein. Enfin, en fait, il faut se dire, en fait, c'est pas la Chine qui vit dans le futur, c'est l'Occident qui vit dans le passé un petit peu. Il y a pas d'évolution, il y a pas d'évolution, alors que cette technologie est là, elle existe pour tout le monde. Je veux dire, si les Chinois travaillent dessus, c'est que les Américains auraient pu travailler dessus, mais pour la même raison qu'aux États-Unis, il n'y a pas non plus de train à grande vitesse. C'est pas que les Américains sont incapables de le faire, c'est que le processus on va dire, de créativité et d'intégration ensuite aux politiques publiques il y a un problème. Enfin, on voit que ça ne marche pas. Alors qu'en Chine, il y a pas de barrière. Il n'y a pas de barrière philosophique. Du côté français, on a abordé, comme vous le dites, l'intelligence artificielle du côté philosophique. En Chine, pas du tout. En Chine, c'est le côté légal, le côté éthique, et puis ensuite le côté technologique, l'application de la technologie. Retour au French bashing de ma part, c'est très mal, je sais, mais je vais quand même là, je vais quand même le faire. Tout à l'heure, je me suis trompé, j'ai dit Jean-Paul Enthoven, c'est Raphaël, hein, c'est son fils, Ouais. le philosophe de Plateau, aussi nul que les autres philosophes de Plateau. Et donc, il a écrit, soi-disant, un bouquin. Alors, il y a un débunkage savoureux que je recommande aussi sur YouTube d'un gars qui s'appelle Monsieur Phi, qui est un prof de philo. Et donc, ce qui est impressionnant, c'est que euh, le message qui consistait à dire, finalement, l'intelligence artificielle n'ira nulle part. Ce message a été repris partout. Ils ont fait un montage de toutes ces apparitions médiatiques sur les plateaux où ils répètent à chaque fois la même chose, ce message de non, vous ne cassez pas la tête, non, non, ça servira à rien, ça n'ira nulle part. C'est effrayant. Et effectivement, parce qu'on a on a instrumentalisé euh, Raphaël Enthoven pour dire cette chose-là. Et moi, ce que je constate, c'est que, et dans ce que vous me dites et ce que vous confirmez, c'est que les Chinois n'ont pas ce problème. C'est que Non, non. Mais je ils veux y dire, je vont. pense que si des philosophes de plateau comme Enthoven sont payés, sont stipendiés par on ne sait qui, enfin on peut imaginer, mais pour aller dire justement sur tous les plateaux que ça n'ira nulle part, c'est parce qu'on est vraiment dans une situation où en Occident on s'est rendu compte que bah, la Chine est déjà partie devant, quoi. Et le retard ne sera pas rattrapable. Donc autant dénigrer un secteur, mais là aussi, ça c'est on va dire en contradiction totale avec la réalité. Mais c'est un peu comme ça que ça se passe en Occident, c'est on nie les faits, on nie la réalité, on dénigre tout ce que font les autres qu'on n'est pas capable de faire nous-mêmes, en espérant que l'opinion publique va suivre et se désintéressera aussi en Chine de l'intelligence artificielle. Ça n'arrivera pas.
Message reçu, mon cher Laurent. J'ai pas l'impression effectivement que ça arrivera, de ce que je peux moi constater, mais vous nous le confirmez. Alors, sur cette réorientation, euh, comment ça s'articule avec, je crois qu'il y a une expression, une société de confort ou quelque chose comme ça pour justement dire, bon, maintenant on va se développer de façon intensive, hein, plus qu'extensive, et tout ça pour le bien-être du peuple. Comment est-ce que c'est articulé avec je veux dire, cet investissement dans l'avenir, quoi, dans la révolution scientifique et technique, la nouvelle révolution scientifique et technique à laquelle nous sommes confrontés, quoi. Est-ce que c'est pour produire de la richesse ou bien c'est aussi pour apporter de la richesse globalement ou bien c'est pour la population chinoise? C'est pour la population chinoise depuis le début. Là, ça a été confirmé encore à ce plénum, hein. C'est vraiment rendre la vie plus agréable aux Chinois. Il y a l'objectif aussi à terme, en 2050, que la Chine soit un grand État socialiste. L'expression qui a été annoncée. Et globalement, c'est d'arriver à un PIB par tête de 30 000 euros par an, ce qui est vraiment, bon, quand on voit la taille de la population chinoise, ça veut dire que le PIB chinois va encore grossir pour arriver à cet objectif-là, mais c'est pas, on va dire, comparé à des pays comme la Suisse, comme Singapour, voilà, c'est bas, mais c'est très confortable pour quand on pense à il y a 40 ans, d'où est partie la Chine. Donc d'arriver à ce qu'il y ait un PIB par tête de 30 000 euros par an, c'est quelque chose de fabuleux. On est déjà sorti de la pauvreté extrême en Chine en 2021. Là, on est en train de créer d'augmenter la classe moyenne qui est à plus de 400 millions cette année. Et l'objectif en 2050, c'est d'arriver à cet objectif. Donc, vraiment, c'est vraiment mettre le peuple au centre de la croissance économique. C'est pas une croissance économique juste pour dire on est les premiers au monde, on a 10% de croissance. C'est vraiment le contraire de. On regarde les discours de Trump là, que j'ai vu le dernier, où il dit les Américains, enfin l'Amérique doit être la première en tout. On n'est pas contre le développement de la Chine, mais c'est nous, il faut qu'on soit les premiers dans tel et tel et tel et tel domaine. Enfin, vraiment, cette espèce d'obsession d'être le numéro un, number one. Voilà, mais la Chine, c'est non, on le sera peut-être de fait, mais c'est pas du tout l'objectif qui est recherché. L'objectif, c'est que toute la population chinoise soit sortie de la pauvreté et que le pays soit stable. Voilà, c'est vraiment et de réduire l'écart de richesse en fait, entre les riches et les pauvres. Voilà. Donc Laurent, on est vraiment sur oui, allez-y. je vais poser deux questions. Mhm. Une première question sur cette concurrence, rivalité, émulation. Euh, Vous êtes en train de nous dire que c'est d'abord l'empire du milieu, c'est-à-dire, enfin, c'est d'abord la Chine. Et est-ce que je veux dire, cette façon de voir les choses, moi, c'est ce que je ressens, mais je me trompe peut-être, provient du fait que finalement, la Chine a confiance en ce qu'elle est. Justement du fait de cet enracinement civilisationnel de 2000 ans. Avant qu'on commence l'enregistrement, je vais peut-être la mettre en description. On revenait sur la fameuse citation de Fernand Braudel sur la Chine, qui est assez époustouflante, enfin, en ce qu'elle décrit la réalité. Et elle nous Mhm. interpelle en disant, mais imaginez ce que c'est. Et donc, est-ce que, ma première question, c'est celle-là, est-ce que c'est pas un affrontement voulu par la Chine, si tant est que ça débouche sur un affrontement voulu par la Chine, un affrontement, pardon, mais c'est pas un affrontement voulu par la Chine. La Chine est d'abord préoccupée par elle-même et elle est suffisamment sûre d'elle. Tout à C'est ce fait. que je ressens, hein. On le voit dans les relations internationales actuellement, où la Chine est sujette on va dire, à tout un tas de provocations de la part de l'hégémon anglo-américain et puis tous les États vassaux qui sont en Asie, hein, la Corée, le Japon, Taïwan, les Philippines, qui sont constamment en train de provoquer la Chine à la faute pour qu'on essaie justement de pouvoir décrire la Chine comme étant une puissance expansionniste, une puissance revancharde. Et la Chine résiste en fait à toutes ces piques et ne tombe pas dans le piège justement alors qu'elle pourrait le faire, hein, comme la Russie aurait pu prendre Kiev en 2 jours, la Chine pourrait régler le problème de la mer de Chine du Sud avec les Philippines en 2 jours aussi.
Mais elle ne le fait pas parce que, comme vous dites, elle est suffisamment sûre d'elle, elle a le temps avec elle, et elle sait très bien que ses voisins sont, certes, ils sont soumis à une très forte pression de l'hégémon anglo-américain pour, on va dire, pour faire bouger le statu quo en fait, dans la région et éventuellement aller vers une solution de conflit qui profiterait aux États-Unis. Mais la Chine est en train vraiment de faire du travail de déminage en permanence. On voit avec les Philippines, ça peut être très chaud, mais parfois, enfin très rapidement derrière, il y a des négociations. Et on se rend compte que même sur le terrain, on voit que les, les, les gardes-côtes, aussi bien chinois que philippins, finissent par sympathiser à la fin, alors qu'ils se sont tirés dessus au canon à eau pendant 3 jours. Donc vraiment, la Chine est dans une perspective d'apaisement des provocations. Le problème, c'est combien de temps est-ce que ça peut durer? Parce que quand il y a quelqu'un qui veut vraiment se battre avec vous, vous avez beau être très diplomate et avaler des couleuvres, au bout d'un moment, c'est inévitable. C'est ce que disait Poutine. Et dans ce cas-là, il disait, lui, sa solution, c'était de taper le premier. Voilà. Donc, avoir Ah, une petite perte là. développé très fort avec l'Asie du Sud-Est, justement avec l'ASEAN, justement pour qu'elle puisse faire on va dire, un contrepoids on va dire, aux provocations anglo-américaines en mer de Chine du Sud. Donc même les Philippines sont quand même, on va dire, rappelés à l'ordre par l'ASEAN qui leur dit de se calmer un petit peu parce que bah, la Chine ne va pas déménager. C'est le voisin gigantesque de toute la région avec lequel tout le monde fait des affaires et c'est le premier partenaire commercial de tous les pays voisins. Donc voilà, on comprend quelles sont les pressions auxquelles sont soumises les Philippines, mais tout le reste de l'ASEAN n'a pas envie que à cause de quelques bancs de sable en mer de Chine du Sud, la région bascule dans le feu, quoi. Alors, avant de parler de ce qui est en train de se passer, euh, je fais d'abord une petite remarque concernant les gesticulations de l'Empire, de l'hégémon. Je pense que ce qui s'est passé en Ukraine a fait la démonstration, c'est pas ce qui était prévu et attendu initialement, je crois, hein. L'accord d'Istanbul montre que les Russes voulaient en sortir assez rapidement, mais comme ils ont fait cet effort-là, ça leur sera compté par le Sud, je crois, hein, parce que c'est eux qui ont tapé dans la fourmilière. Mais je crois que la démonstration a été faite que l'Occident ne peut pas gagner une guerre. Alors, je ne parle pas de la guerre nucléaire, hein, Ouais. mais de l'apocalypse. Mais non, ils n'en ont plus les moyens. Ils n'ont plus les moyens industriels, ils n'ont plus les moyens, je dirais, culturels, anthropologiques non plus. Enfin, il y a tout un tas de choses qui sont aujourd'hui en panne. Pour pouvoir faire ça, alors quand j'entends dire on va rétablir la conscription en Europe, essaye simplement. C'est qu'on rigole, vas-y, hein, viens dire aux jeunes Français, qu'ils soient de souche ou ceux qui sont dans les cités, qu'il va falloir que ils partent sac au dos pour aller se faire tuer en Europe centrale. Hein, tu vas voir. Et pareil, à mon avis, pareil pour la Chine, parce que c'est tellement loin des États-Unis. Enfin bon, je, je Ouais. ferme cette parenthèse-là. Moi, personnellement, je pense que. Alors, encore faut-il que l'hégémon le mesure. Hein, et ça, hélas, c'est pas sûr. Le niveau d'intelligence aujourd'hui des structures dirigeantes ne rend pas optimiste. Ma deuxième question, avant de parler de la direction du Sud global, non pas de la direction en termes enfin, où est-ce qu'on va, mais direction en termes qui commande, enfin, qui commande, qui patronne. Et donc, ma question, c'est la démographie, Laurent. Parce que, bon, les Chinois, avec l'enfant unique, ils ont un problème de pyramide des âges quand même. Et donc, un système comme celui-là repose sur le travail. Ouais. Donc, qu'est-ce qui peut se produire et Alors, qu'est-ce qu'ils en pensent, eux? la question de la démographie, sur laquelle je ne suis pas un expert, mais il y a quand même deux éléments à tenir en compte. Le premier, c'est la population chinoise qu'on estime à 1,4 milliard, ce qui sont les chiffres officiels. N'importe qui en Chine vous dira qu'il y a une population flottante qui est de l'ordre, enfin bon, après c'est difficile de dire de combien de personnes, mais la population réelle en Chine est beaucoup plus importante que celle qui est annoncée dans les chiffres officiels. Ça, c'est une première chose. Donc, bon, un déclin démographique, j'ai vu des estimations passer comme quoi la Chine pourrait
perdre 50% de sa population d'ici 2100. Bon, là, je ne peux pas commenter là-dessus parce que je ne suis vraiment pas un expert. Ça me semble un peu excessif. La deuxième chose, c'est on va dire le déclin, enfin, une pyramide des âges inversée, le déclin des démographies. Quand c'est le Japon depuis 40 ans, c'est pas un problème. Mais quand c'est la Chine, ça va être un problème insurmontable. Donc là aussi, je me dis, bon, il n'y a quand même pas besoin d'avoir des centaines de millions de personnes pour faire tourner un pays. Même une Chine à 700 ou 800 millions, ce qui a été le chiffre auquel elle a été pendant des centaines d'années. La Chine a été entre 500 et 800 millions de population pendant plus de 200 ans. Ça ne lui a pas empêché de devenir à l'époque, au XVIIIe siècle, la première région, même pas la Chine, mais une région, une partie de la Chine qui était la première région économique du monde, qui a été ensuite dépassée par l'Angleterre quand l'Angleterre a eu la révolution industrielle et a commencé à avoir sa politique de colonisation. Voilà. Donc la Chine qui était à ce chiffre-là, elle s'en tirait très bien avec 500, entre 500 et 800 millions de personnes. Donc, à partir du moment où une économie tourne bien, il n'y a pas de raison il n'y a pas de raison de craindre qu'une baisse démographique crée un chaos potentiel. Ça, c'est, je pense, si c'est le schéma occidental qui va en plus de ça avec un déclin économique, où là, effectivement, on n'a plus assez de travailleurs, on n'a plus assez de population, de population active pour payer pour les retraites. Mais enfin, je pense pas que ce soit le chemin que prenne la Chine actuellement. On voit justement, et c'est pour ça que les déclarations de Xi Jinping sont importantes, c'est que on ne court pas après une croissance à deux chiffres maintenant, parce que ça veut dire que ça va forcément s'arrêter rapidement, alors que parier sur une croissance à 4-5%, comme c'est le cas actuellement, et le garder à ce niveau-là pendant très longtemps, ça permet justement de passer la transition démographique de façon assez sereine. Voilà. C'est Alors, vraiment tout ce que je peux dire. deux arguments excellents, mon cher Laurent. Premièrement, et le Japon. Ah oui, ça tourne. Voilà. Hein. Et deuxièmement, la productivité du travail. Et justement, du fait de cette orientation en direction des nouvelles technologies, la productivité du travail qui va continuer à s'améliorer peuvent être des solutions. Et puis alors, un troisième argument que j'ignorais totalement sur cette population flottante. Bon, eh ben, c'est quand même, Voilà. hein, c'est déjà un pays, je vais dire, extraordinairement peuplé. Hein, et c'est vrai, quand j'étais jeune, vous n'étiez pas né, mon cher Laurent. Il y avait Jacques Dutronc qui avait fait une chanson, 500 millions de Chinois et moi. Et moi, sa Voilà. première chanson, 500 millions, hein, Ouais. c'est ce qu'on disait. Et à l'époque, on n'avait pas le droit de gaspiller ce qu'il y avait dans son assiette, dans ma famille. Hein, et la référence, c'était il y a des petits Chinois qui meurent de faim. Voilà. Bon, donc ça a changé. Bon sang de bonsoir. Ça a changé. Donc, alors, dernier point que je souhaiterais examiner, c'est le Sud global s'organise. Hein, il y a l'Organisation de coopération de Shanghai, il y a bien évidemment les BRICS, présidés cette année par les Russes. Il y a, j'ai l'impression, ces navires sont partis, vont peut-être fusionner ou pas, ils auront peut-être des dimensions militaires. Il est clair que il y a une trilogie de puissance. C'est l'Inde quand même. Bon, on en a parlé plusieurs fois sur cette chaîne. Il y a la Russie qui est en train je veux dire, je vais pas dire grâce aux sanctions, malgré les sanctions, enfin peut-être grâce aux sanctions quand même, Grâce. et à sa dynamique, est en train de prendre une place très importante, en particulier sur le plan militaire. C'est la première puissance du monde, d'après moi, et qui suit un profane, et naturellement la Chine. Ce que vous nous en décrivez, ce qui est en train de se passer, c'est quand même un mastodonte. Et si on ne le regarde pas en termes de rivalité et d'affrontement, ils peuvent toujours arriver, euh, ça va probablement être la locomotive du Sud global et par conséquent de la globalisation quand l'Occident aura passé son tour. Mhm. Voilà, c'est une question que je pose. Est-ce que vous le ressentez comme ça et est-ce qu'en Chine, on le mesure aussi comme ça? C'est-à-dire c'est plus une responsabilité qu'un pouvoir supplémentaire nécessaire. Oui, oui, tout à fait. C'est une responsabilité. Euh, la Chine n'a pas, on va dire, n'essaye pas de prendre le leadership sur ces questions-là. Elle est appelée
à le faire par le reste du Sud global, parce qu'évidemment, étant donné que c'est une locomotive économique et maintenant diplomatique, forcément, le pays du Sud global, de taille, on va dire, de taille moyenne et de taille, de petite taille, se tourne naturellement vers la Chine de façon, enfin, en plus, ils sont très contents de pouvoir, on va dire, passez-moi l'expression, faire un bras d'honneur à l'hégémon anglo-américain en disant, ben, maintenant, on n'a plus besoin de vous, on peut s'adresser à la Chine directement. Voilà, mais la Chine n'essaie pas de profiter de cette situation. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la Chine ne veut pas être vue comme le nouvel hégémon, en fait. Elle ne fera pas les mêmes erreurs que l'hégémon anglo-américain qui a abusé de sa position abusive, qui était d'abord tout simplement économique, hein, comme la Chine. Hein, ils ont commencé comme ça, les anglo-américains, et puis petit à petit, ça s'est transformé en une espèce de force coercitive, à la fois militaire et financière, et la Chine ne veut pas commettre les mêmes erreurs. Donc, elle est très contente d'entrer dans des organisations, on va dire, intergouvernementales, mais informelles. Hein, puisqu'il faut bien savoir que, par exemple, les BRICS, il n'y a pas de secrétariat aux BRICS. Il n'y a pas de centre, il n'y a pas de secrétariat, il n'y a pas d'assemblée. Voilà. C'est un regroupement très informel. L'organisation de coopération de Shanghai, c'est un peu différent. Bah, déjà, c'est basé à Pékin, comme son nom ne l'indique pas. Mais en fait, c'était une organisation qui avait commencé au départ purement pour en fait, on va dire, régler les problèmes de terrorisme, d'extrémisme religieux et de séparatisme en Asie centrale, et qui avait été laissés par justement les Anglo-Américains quand l'URSS est parti. Très rapidement, les Anglo-Américains sont arrivés dans la région, je rappelle l'Afghanistan et des choses comme ça, et en fait, ça a été fait pour développer toute la région, une espèce de, de poudrière dans, on va dire, le bas-ventre de la Russie et de la Chine. Donc très rapidement, dès 96 et ensuite en 2001, la Russie, la Chine et les stands de la région se sont organisés uniquement pour des questions sécuritaires et militaires. Et puis ensuite, justement, pour ne pas être vu comme une espèce de nouveau pacte de Varsovie, ils ont commencé à s'étendre vers sur des questions économiques, des questions sociétales, des questions culturelles. Donc voilà, maintenant, l'Organisation de coopération de Shanghai, c'est une organisation qui est on va dire, je dirais, amené à entrer en concurrence, peut-être pas avec l'ONU, parce que c'est un bien grand mot, mais avec des organisations comme l'ASEAN ou comme avec un OTAN asiatique, puisqu'il est question justement que l'OTAN se développe en Asie. On a vu que les États-Unis ont demandé à ce qu'un bureau de représentation de l'OTAN soit ouvert à Tokyo. Hein. L'organisation du traité de l'Atlantique Nord a un bureau à Tokyo. Voilà. Donc heureusement, c'est la France d'Emmanuel Macron qui a refusé ça. Mais on voit qu'il y a vraiment un effort de l'hégémon anglo-américain et des pays vassaux de déplacer par l'AUKUS, par le Quad, par le Indo-Pacifique 4, toutes ces espèces de groupements un petit peu bâtards, en fait, de faire rentrer l'OTAN en Asie. Et là, justement, bah, ils vont se retrouver confrontés à l'Organisation de coopération de Shanghai, qui maintenant, en plus de ça, s'est élargie à des pays comme l'Iran, des pays comme l'Inde, des pays, voilà, il y a beaucoup de... Et il y a une liste de 10 ou 15 États majeurs dans le monde qui n'ont rien à voir avec l'Asie, qui demandent à rentrer dans cette organisation. Voilà. Mais la Chine donc s'est retrouvée à la base à la naissance de cette organisation parce qu'elle était concernée par les questions terroristes. Mais maintenant, on voit très bien qu'il n'y a pas de volonté de la Chine de faire monter, on va dire, en épingle cette organisation et dont elle serait le leader. Si vous allez à Pékin un jour, vous verrez le siège de l'Organisation de coopération de Shanghai. C'est un petit bâtiment qui a la taille d'une ambassade moyenne, alors que si on regarde le siège de l'OTAN à Bruxelles, bon, ça c'est gigantesque et on voit, c'est une griffe de métal qui est sur l'Europe. Hein, on a bien compris le message. Voilà. Donc il y a quand même une très grosse différence et la Chine n'a pas cette ambition, on va dire, régionale qu'on essaie de lui attribuer. Elle veut juste être au centre, hein, l'empire du milieu, au centre de l'Asie, en bonne relation avec ses voisins et ça lui suffira. Alors, je pense euh, ils ont vu, je suppose, il y a une dynamique qui est en train de se, se mettre en œuvre. La réflexion de Xi à Poutine au moment de son voyage, là, un changement Oui. que nous n'avons pas vu depuis un siècle. Je pense que la référence à la durée n'est pas due au hasard, je pense, parce que Mhm. quand,
quand on sait quel est le rapport au temps des amis chinois. Donc, mais qu'il y a quand même une accélération qui est en train de se produire et que qu'on le veuille ou non, la rivalité, elle va exister. Elle va exister non pas entre la Chine et les États-Unis, comme on essaie de nous la vendre, mais en fait entre les États-Unis et le reste du monde, hors ses vassaux, pour garder son hégémonie. Je pense personnellement que l'Occident n'a plus les moyens de cette politique-là, et de garder cette place. En tout cas, le problème, c'est qu'ils ne le savent pas. Je pense qu'ils n'en ont Oui, pas pris tout à conscience, fait. ce qui peut les amener à faire des bêtises. Parce que, bon, ça peut peut-être s'arrêter vite. Je Avec dirais que les... regardez un peu ce qui s'est passé aux États-Unis, en Asie, justement, avec le Japon il y a quelques jours. Les États-Unis ont fait, en fait, ont procédé à une montée en grade de leur commandeur sur le Japon, qui était traditionnellement un général 3 étoiles, qui n'avait aucune autorité sur l'armée japonaise, ce qui n'est pas le cas en Corée. En Corée, ils ont un général 4 étoiles qui a autorité directe sur l'armée coréenne. Donc, l'armée coréenne est aux ordres de l'armée américaine, c'est clair et net. Ça n'était pas le cas au Japon jusqu'à présent. Maintenant, ça l'est. Ils viennent de mettre un général 4 étoiles qui donc aura le même rang que son homologue japonais et donc la possibilité de lui tordre le bras. Ça veut dire, à mon avis, que les États-Unis se sont rendus compte qu'eux-mêmes ne pouvaient pas aller au conflit avec la Chine et que donc il allait falloir mettre la chair à canon locale. Mais là, à mon avis, ils vont s'exposer à quelques surprises parce que quand les Japonais vont voir que ce sera eux ils seront les premiers en première ligne et ils seront uniquement équipés par l'oncle Sam, à mon avis, l'oncle Sam va avoir quelques surprises parce que là encore, les Japonais et les Coréens n'ont pas envie de se brouiller avec leurs voisins qui est là depuis des millénaires. Mais sur le délitement de tous ces systèmes d'alliance, la guerre en Ukraine a été un sacré révélateur sur l'Union européenne. L'Union Oui, comme européenne, hein, l'Afghanistan. Oui. l'Union européenne a démontré qu'elle n'était rien d'autre qu'un conglomérat de vassaux. Et d'ailleurs, c'est ce qu'a dit Vance, J.D. Vance, le vice-président éventuel choisi par Donald Trump. L'Europe, ce sont des clients qui font ce qu'on leur dit. On n'est Oui. pas plus aimable, hein, donc voilà quoi. Bon, mon cher Laurent, ce sont des sujets inépuisables, tout à fait fascinants. Euh, moi, j'ai fait un voyage en Chine, c'est pas la première fois que je le dis, qui a été époustouflant pour moi. Ça a été une découverte, ça a été une prise de conscience de la réalité de cette immense civilisation. Mais il y avait un aspect, c'est que les Chinois étaient chinois, c'est-à-dire que le touriste va être pris en charge, il va voir des tas de choses, et Dieu sait s'il y en a à voir. Mais voilà, on n'est pas mieux accueillis que ça, quoi. Hein. Quand on visite la Mhm. cité interdite, en même temps que les touristes chinois, ils vous marchent sur les pieds, ils sont chinois. Voilà, on est chinois, vous êtes français, très bien, c'est votre affaire. Hein. Mais voilà, c'était pas spécial, pas hostile du tout, hein, mais un peu Non, non, non. indifférent. Un peu indifférent, voilà, nous on Oui, fait ce bah qu'on a oui. à faire et tout, donc voilà, on est sûr de nous quelque part. C'est un petit peu le sentiment que j'ai eu, et je crois, je crois que l'humiliation du 19e siècle, du siècle de la honte, a dû laisser des traces très très importantes là, de ce point de vue dans ce qui a été entrepris par la suite. Voilà, mon cher Laurent, merci infiniment de Merci à cette vous. et puis bon ben on continue à suivre l'évolution de cet empire du milieu. À bientôt. Parfait. À bientôt.